Le 17 avril 1975, Phnom Penh, la capitale du Cambodge, est encore une ville peuplée de 2 500 000 habitants. « 24 heures plus tard, c'est une ville morte. Les rues sont vides. Les habitants ont été chassés de leur maison. Le 17 avril 1975, les Khmers rouges ont vidé Phnom Penh. Ce jeudi 17 avril, après 5 ans de guérilla, les communistes Khmers rouges encerclent la capitale. Le régime militaire cambodgien, pourtant soutenu par les Américains, vit ses dernières heures. Au lever du jour, à 5h, 5h30, des milliers de villageois des faubourgs sont rentrés à Phnom Penh. Agar, ils sont là, ils arrivent. Qui ça? Ben, les Khmers rouges. Le père François Ponchot se trouve sur le boulevard Monivong, l'artère principale de Phnom Penh. Un peu plus haut, sur le même boulevard, le photographe de guerre Roland Neveu flaire le scoop. En passant devant la gare, j'ai vu qu'il y avait tout de même pas mal de monde sur l'avenue Monivong. Et en arrivant juste au niveau de ces immeubles, etc., il y a un groupe avec des camions, des APC, des trucs comme ça, et avec des drapeaux. Et en fait, je me suis demandé pourquoi. Bon, est-ce que c'est une libération ou quoi que ce soit? Les drapeaux, ça me paraissait tout de même assez bizarre. Et ça, à ce moment-là, j'ai vu que c'était des soldats qui étaient un peu trop bien habillés et un peu trop bien mis pour avoir combattu dans les faubourgs de la ville pendant des semaines, quoi. Alors on a appris par la suite que c'était des soldats qui voulaient prendre le pouvoir à la place des Khmers rouges. Ces putschistes imaginent, en s'emparant du pouvoir, être en mesure de négocier avec les Khmers rouges qui sont sur leurs talons. La population, en liesse, les prend pour des libérateurs. Bon, ils ont peut-être applaudi parce que la guerre était finie. Hein. Il y avait 5 ans que ça durait. Et éventuellement, on peut accepter ça. Mais ils ont applaudi. Ils ne savaient pas ce qu'ils applaudissaient, probablement. Pressentant que l'histoire est en train de basculer, le photographe décide de rester sur le boulevard Monivong. Les événements vont se précipiter avec l'entrée des Khmers rouges dans la ville. J'arrive sur ce carrefour. En fait, c'est vraiment l'un des carrefours principaux de Phnom Penh. Je me rends compte que les choses sont en train de changer. Et c'est vraiment là où j'ai cette photo, en fait, où c'est une colonne de Khmers rouges. Là, c'est vraiment les Khmers rouges, là, puants. Et vraiment, on pouvait sentir. Hein, les mecs, ils ont passé des journées dans les marais, etc., avant de venir. Beaucoup pieds nus, armés jusqu'aux dents. Et là, ça rigole pas. Là. Ils sont vraiment aux ordres et ils marchent en file indienne comme dans la jungle. C'est vraiment la même chose. Et tout d'un coup, c'est le silence. À 10 heures, une chape de plomb tombe sur la ville. Les petits hommes en noir étaient à 100 mètres de là. Ils commençaient à contrôler toute la population. Pour la première fois de 5 ans de guerre, j'ai vu les chauffeurs, les bras en l'air, fouillés au corps par ces petits Khmers rouges qui ouvraient leurs coffres, qui fouillaient la voiture. Les militaires balançaient leur uniforme au milieu de la route, balançaient leurs armes au milieu de la route et repartaient en caleçon. Ils commencent à désarmer les soldats et tout ça, et tous là, tu vois, dans le milieu de carrefour, petit à petit, là, je vois le tas d'armes qui commence à... Tiens, regarde, là, ça commence à s'agrandir, et donc, c'est assez photogénique pour moi, là, c'est vraiment un bon endroit, et à ce moment-là, je suis tout seul. Tous les soldats désarmés sont conduits au stade le plus proche. La plupart seront éliminés sur le champ. L'armée neutralisée, les Khmers rouges ordonnent que tous les hôpitaux soient immédiatement vidés. À l'hôpital Calmet, les malades qui ne sont pas en état de partir sont achevés à l'arme blanche. Vers 11 heures, un spectacle absolument inoubliable. Tous les blessés, les malades partirent
Ici, passer devant l'évêché, le sérum encore en perfusion, les gens valides poussant les lits des malades. Je me souviens ici, devant le portail, il y en a un qui avait un pied qui se baladait au bout de son pantalon. Il m'a demandé de l'héberger. J'ai dit non, on ne peut pas te recevoir. Si tu restes avec nous, tu vas te faire tuer. Pars sur la route comme tout le monde. Vraiment, pour moi, c'est encore des images qui me hantent, même ce jour. Aujourd'hui, ces blessés, ces malades, se tortillant, certains qui n'avaient plus de bras ni jambes, partir là, passer devant la route et gagner le nord. À partir de 2 heures, les Khmers rouges passaient avec une voiture radio. Ils disaient « Partez, partez vite, les Américains vont bombarder la ville ». C'était plausible, parce qu'en 1973, les Américains bombardaient tout autour de la ville avec leur B-52. Donc la population affolée, eh bien, a écouté les Khmers rouges et tout le monde est parti à flot serré sur cette route. Là, j'ai vu passer des centaines de milliers de personnes marchant à pas très très lent, épuisant, et se diriger vers l'extérieur de la ville. En jetant la population de Phnom Penh sur les routes, les Khmers rouges exécutent leur plan de ruralisation forcée. Repères de tous les vices, tous les centres urbains sont évacués. Considérés comme des exploiteurs, les citadins sont déportés dans les campagnes. Un quart de la population va se retrouver dans les rizières pour y être rééduquée. Cette histoire prend ses racines au début des années 50 avec l'indépendance du pays. À cette époque, une vingtaine d'étudiants cambodgiens bénéficiant d'une bourse d'études arrivent à Paris. Ils deviendront les principaux dirigeants Khmers rouges. Ce sont les étudiants qui ont été envoyés en France, Salotsa, qui deviendra Pol Pot, parti en 1945, Pol Pot, Ieng Sary, son épouse Khieu Thirit, et puis un certain nombre d'intellectuels qui ont été pour la plupart membres du Parti communiste et qui sont revenus communistes bon teint. À cette époque, un personnage occupe une position centrale sur l'échiquier politique du pays. Le prince-président Norodom Sihanouk. Au Cambodge, à l'époque, c'est Sihanouk partout, on entend tous les jours. Il a été père de l'indépendance du Cambodge, il est père des sports nationaux cambodgiens. C'est un dieu roi. Au milieu des années 60, Ong Tong-Weung arrive à Paris. De tendance socialiste modérée, il suit des études d'économie politique. Suong Si-kun fait également des études dans la capitale. Lui est proche du Parti communiste cambodgien. Au début, nous étions plus ou moins, les jeunesses sont plus ou moins anti-Sihanouk, parce que Sihanouk était accusé d'être la marionnette des Français. Excusez-moi, mais c'est la tendance du moment. Un temps tolérée par le régime de Sihanouk, la jeune gauche va entrer progressivement dans une opposition intransigeante vis-à-vis du régime. Sihanouk a commencé à leur faire la chasse depuis 1962-63. Il a tué beaucoup, des centaines de Khmers rouges, si bien que la petite équipe rentrant de France a dû partir dans les forêts, d'abord au Vietnam, puis ensuite au Cambodge, dans la région de Ratanakiri. Ces guérilleros majoritairement communistes, Sihanouk va les surnommer Khmers rouges. Au cœur des maquis, les intellectuels aiguisent leurs réflexions. Elle va bientôt devenir le fondement de leur idéologie révolutionnaire. Au contact des montagnards, ils ont constaté que la théorie du bon sauvage de Rousseau était vraie. Donc ces montagnards vivaient un communisme intégral. J'y allais de temps en temps, les hommes avaient simplement un petit pagne, les femmes une petite jupe, et ils vivaient de chasse et de cueillette, et tout était en commun. Et c'est là qu'ils ont eu un genre d'illumination, comme une illumination bouddhiste, et ils ont dit c'est ça qu'on veut faire dans notre pays, repartir à zéro, que toute la population reparte à la campagne et vive comme ces montagnards. On était nourris par la littérature révolutionnaire française. Et Robespierre, c'est la purité, c'est l'attachement
aux masses populaires. C'est ce sacrifice, cette abnégation. Et c'est ça qui nous anime, oui. Notre vie, notre bonheur personnel, ça compte pas. À Paris, l'institutrice Laurence Pic fait la rencontre de l'étudiant Xiong Si-keun. Elle partage ses idées et bientôt sa vie. La vie avec le Cambodge a commencé de l'année où j'ai rencontré Si-keun. Cet idéal de vie, de contribuer au développement d'un pays, à l'aménagement social d'un pays, voilà, m'enthousiasmait énormément. Je suis quand même de la génération d'après-guerre, c'est-à-dire les lendemains devaient chanter, et c'était tout naturel que nous puissions nous retrouver et vivre cette vie ensemble. Depuis Paris, le couple suit la politique de neutralité qu'observe le prince Sihanouk vis-à-vis de la guerre qui oppose au Vietnam, Viet Cong et Américains. L'extension progressive du conflit à l'intérieur du Cambodge va précipiter le pays dans le chaos. À l'origine, une route, considérée comme un axe majeur, traverse l'est du Cambodge, la piste Ho Chi Minh. Pour les Nord-Vietnamiens, cette piste est stratégique dans leur reconquête du pays. Sihanouk se voit contraint de fermer les yeux sur ces combattants bien encombrants, qui envahissent peu à peu la moitié du Cambodge pour échapper aux bombardements américains. Au mois de mars 1970, de violentes manifestations anti-vietnamiennes ont lieu à Phnom Penh. L'ambassade du Vietnam est mise à sac. Ulcéré par la politique du prince et soucieux de chasser l'envahisseur, son premier ministre, le général Lon Nol, fomente un coup d'État avec l'aide du prince Sirik Matak et l'appui des Américains. Le 18 mars 1970, alors que Sihanouk est en voyage à l'étranger, il est renversé. Contraint à l'exil, le prince trouve refuge à Pékin. Alors ça a été une chance inouïe pour les Khmers rouges, qui étaient un petit nombre. Ils étaient peut-être 3000 à l'époque, en 70. Alors, dans sa lucidité géniale, le Nol a demandé aux forces nord-vietnamiennes qui étaient dans des sanctuaires, des zones de refuge, le long de la frontière vietnamienne, en territoire cambodgien, de quitter leur sanctuaire. Qu'à cela ne tienne, les Vietnamiens ont quitté leur sanctuaire, mais pas pour repartir chez eux. Ils ont envahi le Cambodge, ils ont raflé tous les jeunes gens de la campagne, en ont formé une armée de libération nationale. Tous les jeunes gens et jeunes filles de la campagne ont été autant de soldats Khmers rouges. Ce sont les Américains qui nous ont beaucoup aidés. D'abord, il y a le coup d'État. Deuxièmement, les bombardements américains de février 73 à août 73. C'est 6 mois. Hein. Alors nous disons que 200 jours, 200 nuits. Pas les bombardiers géants B-52. Ça a touché les religieux cambodgiens, ça a touché les villages cambodgiens et les paysans cambodgiens. Ils ne sont pas contents. Et quand ils ne sont pas contents, ça donne l'argument aux Khmers rouges pour alimenter leur propagande. Ça n'avait plus beaucoup de sens de rester à Paris, de faire des études, alors que le pays rentrait dans une guerre très fratricide, très dure, puisqu'il y avait les bombardements américains, il y avait l'entrée des troupes sud-vietnamiennes, sud-coréennes, philippines, qui étaient des troupes de mercenaires, il y avait des massacres épouvantables. Donc Si-keun, comme d'autres, comme beaucoup d'autres, sont allés à Pékin participer à ce qu'on appelait une guerre de résistance, à l'instar de ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Laurence Pic décide d'accompagner Xiong Si-keun en Chine. Sur cette photo prise à Pékin, ils sont en compagnie des responsables Khmers rouges, Khieu Samphan et Ieng Sary. Ieng Sary deviendra par la suite frère numéro 2, derrière Pol Pot. Au Cambodge, le mouvement de soutien aux Khmers rouges s'amplifie. Il bénéficie depuis peu d'un allié providentiel en la personne du prince Norodom Sihanouk, soutenu par les Chinois. Son ralliement spectaculaire aux Khmers rouges, quelques jours après sa destitution, a surpris tout le monde. La première analyse, c'est d'abord, il a voulu se venger. Ça, pour un Khmer, c'est très très fort. Perdre la face, et il avait perdu la face, il a voulu se venger sur le Nol. Et tant qu'il n'avait pas la peau de le Nol et ceux qui le renversaient, il n'aurait pas de repos.
Deuxièmement, il était persuadé que les seuls qui pouvaient assurer l'indépendance du pays, c'étaient les Khmers rouges. Et Sihanouk est venu par la piste Ho Chi Minh, est allé rencontrer les Khmers rouges, et les Khmers rouges l'ont fait croire qu'il resterait chef d'État à vie. Et orgueilleux comme Sihanouk, il l'a cru. Pol Pot était très intelligent, il a tout de suite, avec le coup d'État, il a tout de suite saisi l'opportunité et en levant l'étendard du prince Sihanouk pour mobiliser ceux qui soutiennent les princes. Mais en réalité, sur le terrain, ce sont les communistes qui agissent. Progressivement, le pays va s'enfoncer dans une guerre fratricide opposant deux forces. D'un côté, les soldats de l'armée gouvernementale fidèles à Lon Nol, armés par les Américains. De l'autre, soutenus par les Chinois, les Khmers rouges qui tiennent la majorité des zones rurales. Entre 1970 et 1975, la guerre fera 1 million de victimes. C'est pendant cette guerre que l'ethnologue François Bizot, en poste à Phnom Penh, va faire le cruel apprentissage de l'idéologie qui anime les révolutionnaires. Tout commence pour lui en 1970 par un voyage d'études dans un temple bouddhiste situé dans une zone occupée par les Khmers rouges. Je suis tombé malencontreusement sur un petit groupe de miliciens. Et là, à la suite de ça, j'ai été pris pour une sorte d'espion, je sais pas quoi, d'américain. Et apparemment, plus ou moins, sans que ça soit dit tout à fait comme ça, condamné à mort. François Bizot est transféré dans l'ouest du pays, au camp M13 d'En Long Veng, pour y subir ses premiers interrogatoires. Je me rends compte que jamais je vais être cru, que je suis définitivement devenu un Américain et un espion. Et devant ça, le chef du camp était un jeune révolutionnaire, idéologue, souriant, intelligent et calme. Le chef du camp répond au surnom de Dutch. C'est un ancien professeur de mathématiques qui a rejoint le maquis. Dans le camp, l'ethnologue, qui est le seul français, va découvrir l'existence d'une entité supérieure à laquelle son geôlier fait référence en permanence, l'Angkar, l'organisation en langage khmer. L'Angkar, c'était un ensemble administratif, anonyme, qui décidait de tout. Les enfants de la Révolution sont des fils de l'Angkar, des enfants de l'Angkar. L'Angkar, c'est la nouvelle famille. L'Angkar, c'est le modèle, c'est l'Angkar est derrière vous, est en vous, c'est le meilleur des mondes. Il construit les bons et les mauvais. Les mauvais doivent être conformes aux attentes, aux directives du parti, et les bons aussi. C'est une succession de fondements d'un nouveau monde, d'une nouvelle société, et ça s'appelle d'ailleurs une renaissance. La révolution, c'est faire table rase et recommencer sur zéro. Et on recommence avec des gens qui sont parfaits et conformes. François Bizot ne saura jamais pourquoi l'Angkar consentira quelques mois plus tard à le remettre en liberté. Enfin libre, l'ethnologue retourne vivre à Phnom Penh. Au début de l'année 1975, les maquisards Khmer rouges encerclent Phnom Penh. La capitale dans laquelle s'entassent 1,5 million de réfugiés venus des campagnes ne survit que grâce au pont aérien américain. En 2 mois, plus de 15 000 roquettes vont s'abattre sur la ville assiégée. Coincée dans les faubourgs, l'armée gouvernementale est impuissante à contenir l'avancée ennemie. Le 1er janvier 1975, il y a la première grande offensive qui a été lancée contre Phnom Penh. J'ai commencé à avoir une carte sur le mur, comme tout le monde, voilà, avec des épingles pour montrer un petit peu la progression des forces armées. Et puis, quand est arrivé le 17 avril, quand j'ai su la nouvelle, j'étais à côté de la carte en train de mettre les dernières épingles. C'était joyeux. C'est la victoire. C'était joyeux. On s'appelle la champagne.
La presse internationale a titré « Phnom Penh libéré », y compris le journal Le Monde. À Pékin, où on était, il y a eu la fête, hein, pour souligner l'événement, parce que c'était quand même quelque chose de particulièrement remarquable. Le lendemain, j'ai appris que les Khmer Rouge ont chassé les habitants de Phnom Penh. Et à l'époque, mon premier idée, encore le programme de l'impérialisme. Je ne voulais pas croire, vous comprenez? Au même moment, à Phnom Penh, un adolescent subit l'ordre d'évacuation des Khmers rouges. J'avais 13 ans et demi, donc j'étais sorti dehors pour voir ce qui se passait. Les Khmers rouges sont arrivés par là, ils ont dispersé tout le monde à coups de Kalachnikov en l'air. Un petit gars qui est venu vers moi et il m'a intimé l'ordre de rentrer chez moi et de réunir mes affaires et de partir à la campagne parce que les Américains allaient bombarder la ville. Donc j'ai couru vers ma maison, j'ai vu mon père et je lui ai dit, j'étais bouleversé. J'ai dit, papa, on doit réunir nos affaires, on doit partir, les Khmers rouges nous disent de partir. La première chose sa première réaction était de me donner une baffe. J'ai trouvé ça totalement injuste. Et j'ai pas compris cette réaction de détresse qu'il a eue. Phu-Sera Hing est un artiste né de mère française et de père cambodgien. Le 17 avril 1975, la famille de Phu-Sera Hing va chercher refuge à l'ambassade de France. Mon père n'a pas pu rentrer dans l'ambassade. Il nous a emmenés dans cette voiture en trombe dans tout Phnom Penh qui était déjà quasiment vidé. On arrive ici et il y a déjà peu de monde devant la porte de l'ambassade. Mon père quasiment nous pousse à l'intérieur de l'ambassade. Je n'ai même pas le temps de me retourner pour lui dire quoi que ce soit, pour voir quoi que ce soit. Je me retrouve dans l'ambassade et ma mère nous rassure en nous disant qu'il va nous rejoindre. Phu-Sera Hing va rester sans nouvelles de son père pendant plusieurs heures. Ce dernier va finalement réussir à s'infiltrer dans l'ambassade. Et les autorités françaises sont débordées par le flux incessant des candidats à l'exil qui se massent devant le portail. L'ambassade de France devient un camp de protection pour les étrangers, quoi, en quelque sorte. Ça arrange tout le monde, c'est bien plus facile. Même les Khmers rouges dirigent, ils voient un étranger et hop, sur l'ambassade de France. Il y avait 3000 réfugiés dans l'ambassade. Dans les 3000 réfugiés, une grande majorité de Cambodgiens désireux de fuir le nouveau régime. Parmi eux, quelques dignitaires de l'ancien gouvernement. Le 20 avril 1975, en face des bâtiments, les Khmers rouges prennent position. Les réfugiés vont devenir leurs otages. Des petits Khmers rouges sont arrivés ici devant la porte, nous ont menacés avec l'AK-47 et nous ont dit faites sortir les traîtres, les 7 traîtres, sinon nous allons les chercher. Alors nous avons essayé de discuter, ici c'est extraterritorialité, c'est la France. Ah mais non, on a libéré tout le Cambodge, on a libéré le Cambodge. Alors il réclamait Sirik Matak, le Premier ministre, il réclamait aussi la femme de Sihanouk et d'autres personnalités khmères qui s'étaient réfugiées à l'ambassade de France. Que faire? Parce qu'il fallait bien comprendre que où ils partaient, où on les faisait partir, où les Khmers rouges venaient les chercher. Il n'y avait aucune... Et la troisième hypothèse était certainement la plus grave et la plus difficile pour tout le monde. François Bizot, qui parle couramment khmer, est au cœur des négociations. Mais les Khmers rouges exigent que leur soient livrés les dignitaires. Il repart cependant avec la garantie que leur vie sera épargnée. Sirik Matak, vraiment grand seigneur, nous a remerciés. Vous avez fait tout ce que vous avez pu faire pour nous, mais je vois que vous ne pouvez pas en faire davantage. Et ils sont partis très dignement, et ils ont sans doute été exécutés dans le cercle sportif près du lycée Descartes. Les Khmers rouges ne vont pas en rester là. Le 22 avril, ils accentuent la pression sur l'ensemble de la communauté cambodgienne. Un gradé, visiblement quelqu'un qui parlait très bien français, est venu et nous a réunis là derrière, devant ce bâtiment. Il s'est adressé à ses compatriotes cambodgiens. Il a dit, vous êtes invités à aller rejoindre le peuple pour reconstruire le pays.
Et alors à ce moment-là, ça a été vraiment un drame épouvantable. Moi-même, j'ai été dire à beaucoup de Cambodgiens, c'est votre seule chance de survie. Partez le plus vite possible, fondez-vous dans la foule et vous risquez d'y réchapper. Ça se met à hurler tout d'un coup dans tous les sens. Et là, on comprend que les Khmers, tous les Khmers vont être obligés, parce que c'était la grande question, est-ce qu'ils allaient pouvoir rester ou non. Donc là, on comprend que c'est plus possible. Et donc mon père, il était très calme. Il nous a pris, mon grand frère, moi et ma petite sœur, à part, les uns après les autres. Il nous a fait ses adieux, en nous recommandant de bien faire attention à notre mère. Et il est parti avec tranquillement, et on l'a regardé partir ici, on ne pouvait pas aller plus loin. Et tu le reverras jamais? Non. À l'intérieur de l'ambassade, où il reste près d'1 millier de réfugiés, les stocks de nourriture s'épuisent. François Bizot se voit confier la mission de trouver du ravitaillement dans la capitale. J'ai eu le sentiment de vivre quelque chose de totalement inouï, d'être dans une espèce de cauchemar d'une ville qui avait été le centre vital de l'Asie du Sud-Est, avec tout ce que cela pouvait comporter d'activités, de commerce, de mouvements, de couleurs de gens, de différentes langues, etc. Vide, totalement vide. En passant devant la banque, il y a eu une explosion qui faisait que des milliers de coupures de 500 riels volaient autour des roues de la Jeep. Quand je roulais lentement dans ces avenues-là, il y a de quoi perdre la tête. Ainsi, après l'exode forcé de la population, l'Angkar a décrété l'abolition de la monnaie. Un jour, les Khmers rouges sont venus négocier notre rapatriement. Alors, le consul a proposé de demander des avions à notre gouvernement français. Et là, les Khmers rouges ont eu les yeux injectés de sang. On croyait qu'ils allaient tous nous fusiller. Nous ne sommes pas nous sommes un pays indépendant, nous ne sommes pas vos valets, nous vous rapatrierons avec nos moyens. Ça a été la consternation. Partir par camion, c'était insensé. D'où la grande frayeur qui s'est emparée d'une partie des gens, que ça soit une façon de dire, un piège pour nous emmener camion par camion sur un terrain d'exécution. 3 jours plus tard, malgré les incertitudes, la décision est prise de faire partir en priorité les femmes et les enfants par un premier convoi. Je monte à l'avant parce que très vite je me dis, je ne veux pas perdre une miette de tout ce que je vais pouvoir voir encore avant de partir. Parce que là je comprends bien que je ne reviendrai pas ici avant je ne sais pas quand. Et on traverse toute cette ville et toutes ces routes complètement absolument désertées. À un moment donné, la seule fois où on va croiser des Khmers rouges, c'est des gens sur la route avec des gosses en train de casser des cailloux. Le premier convoi est parti le 30 avril. Et le premier jour, pas de nouvelles. Deuxième jour, pas de nouvelles. Troisième jour, pas de nouvelles. On s'est dit, ça y est, ils les ont tous exécutés. Les nouvelles du premier convoi mettent plus de 5 jours à arriver. Rassurés, les derniers réfugiés de l'ambassade vont pouvoir prendre la route pour leur destination finale, le pont de Poipet, unique point de passage entre le Cambodge et la Thaïlande. Le 8 mai 1975, il ne reste plus aucun Français sur le territoire cambodgien. Arrivé à la frontière, alors là j'ai éclaté en sanglots. Je ne me maîtrisais plus. Tellement la pression avait été forte pendant ces 3 semaines. Où vraiment pendant 3 semaines, j'ai ni eu peur, ni déprimé, quoi que ce soit, mais le passage à la frontière, arriver dans un monde libre, j'ai pas pu me retenir. Tout le monde
ne créait pas de joie, mais tout le monde était soulagé, comme rarement j'aurais pu connaître ça. Ce qui nous attendait de l'autre côté, c'était le sentiment d'échapper à l'enfer. Quelques mois plus tard, Laurence Pic va faire le trajet inverse. Sa décision est irrévocable. Elle quitte Pékin pour retrouver son mari à Phnom Penh. Siong Si-keun occupe un poste important dans l'organigramme du parti. Pour lui, il est très très enthousiaste. Voilà. Et pour moi, le suivre, c'était mon mari, c'était le père des enfants. Il n'était pas question que je sépare les enfants de leur père. Les filles avaient 3 ans et 4 ans. La scolarité n'était pas encore une urgence. Je savais qu'il n'y avait pas d'école. Bon, 3 ans et 4 ans, ça pouvait encore attendre 1 an. Comme un millier d'étudiants, Ong Tong-weung a souhaité quitter la France pour soutenir la révolution. Il a le cœur qui bat lorsqu'il survole le Cambodge. C'est l'émotion qui suffit. C'est l'émotion. C'est comme... C'est un rêve accompli. Quand on est arrivé au-dessus du Cambodge, bien sûr c'était la joie dans l'avion et le pilote, il était de connivence parce qu'il nous a fait faire des petits tours au-dessus de la capitale, de voir une chose, de voir une autre. Et quand on est descendu, voilà, c'était fini. On est arrivé sur un tarmac, c'est complètement vide. Moi, je m'attendais quand même au minimum pour voir Si-keun. On a pris notre passeport et puis on a jeté dans un panier, et comme ça, l'encart va vous donner après. Et j'ai compris. Je ne pouvais plus retourner en arrière. Et puis on traverse sur Phnom Penh en car. C'est comme s'il y avait eu une apocalypse, une bombe de quelque chose qui était tombé. Tout était vide, tout était noir, tout était en ruine. On n'a pas l'habitude de voir une capitale dans cette ambiance-là. Et au fur et à mesure qu'on avançait, je me disais, Si-keun n'était pas là pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé, et d'un. Et de deux, de toute façon, ce soir, je serai dans les zones rurales, là où il y a du monde, et on va danser, on va chanter, parce qu'avec les Khmers, on chante et on danse assez facilement, on joue, et c'est très très gai généralement. Aucune réjouissance n'est prévue. Elles sont interdites par le nouveau régime. Laurence Pic est assignée à résidence à Phnom Penh, dans les bâtiments du ministère des Affaires étrangères, rebaptisé B1. Quant à Ong Tong-weung, il est incarcéré ici, à l'Institut khmero-soviétique, devenu entre-temps un camp de rééducation par le travail pour les expatriés de retour au pays. Comment avoir mes anciens compagnons, les gens de l'étranger comme moi, qui ne me parlaient pas, oui, ils ont l'air maigres et mal habillés, enfin tout en noir. Et ça me donne l'impression tout de suite que les films horreur que j'ai vus dans les camps, ensuite les camps de la mort. Dans Phnom Penh, en quelques mois, tout a changé. La ville, dans laquelle il ne subsiste plus que quelques dizaines de milliers de personnes, est découpée en 4 secteurs autonomes. Aucune circulation personnelle n'est autorisée. La vie est entièrement consacrée à la production industrielle, mais aussi agricole. On a essayé de ruraliser les villes. Par exemple, concrètement dans Phnom Penh, on va planter les cocotiers au marché central. Et puis on a enlevé les dalles des trottoirs pour planter des arbres fruitiers. Toutes les unités étaient astreintes à avoir leur propre culture. Et en même temps, avoir un surplus pour en cas. Alors dans une ville, c'est quand même pas quelque chose de particulièrement facile. Alors à B1, la chance, c'était d'avoir un grand terrain vague. Et donc, il a été oué, ce terrain vague, pour pouvoir faire des cultures. Alors, on a fait des navets, on a fait des choux, on a fait des aubergines, on avait des salades. Il faut rééduquer. Il faut nous rééduquer. Rééduquer comme les ouvriers et les paysans. Par le travail, d'abord. Par le travail physique. C'était tout un processus que j'ai appelé moi la désidentification. On vivait tous sous un pseudo. On avait un autre nom.
tous uniformément vêtus, les cheveux à l'identique pour tout le monde, le travail le même, plus d'identité personnelle, plus d'identité, plus de statut professionnel, plus de statut social, plus de statut familial. C'était, voilà, ramené complètement à zéro. Et c'était transcrit dans cette langue, ce que j'ai appelé moi une novlangue, à l'image de 1984. Il n'y a plus de bonjour, il n'y a plus d'au revoir, il n'y a plus de merci, il n'y a plus de comment vas-tu. Et ce qu'il faut savoir, c'était un régime de vie collectiviste, c'est-à-dire qu'on était toujours ensemble. C'est-à-dire que si on avait dit un mot, si on avait eu une mauvaise humeur, ou si on avait fait un acte manqué, ça avait été noté par quelqu'un qui était dans le groupe. Et le soir, c'était resservi. Et régulièrement, toutes les semaines, il y avait les séances de critique et autocritique. C'est-à-dire qu'on devait passer au banc de son examen de conscience devant tout le monde. On se réunit avec un représentant Khmer Rouge qui est là. Est-ce que vous avez bien travaillé? Est-ce qu'en travaillant, vous pensez à votre ancienne vie à Paris ou dans le temps? Ça répète toujours à peu près la même chose. Mais c'est difficile parce que c'est toujours de votre faute quelque part. Si vous travaillez bien, vous faites semblant de travailler bien. Si vous ne travaillez pas, vous avez un esprit réactionnaire. Bon, on se demande et pourquoi quel est le programme, quel est le but final de tout ça? On tenait les gens, on n'avait pas le droit de se sustenter soi-même, il fallait toujours aller manger à la cantine. Ça voulait dire que le rôle des parents était complètement annulé. On n'avait plus de relation avec les enfants, on n'avait plus ce moment créatif, ce moment de partage du repas. On n'avait absolument pas le choix de ce qu'on allait manger. Bon, de toute façon, il n'y avait rien à manger. Bon, enfin, 2 soupes par jour, ça faisait quand même un peu juste. Pendant que l'ensemble de la population est condamnée à vivre à la limite de la subsistance, au stade olympique, les responsables du nouveau régime fêtent en grande pompe le premier anniversaire de la Révolution. Pol Pot et les plus hauts dignitaires passent en revue l'armée, une manière de démontrer leur force face aux puissants voisins vietnamiens. L'armée Khmer Rouge est massée à la frontière. La guerre menace. Le régime a passé un deal avec les dirigeants chinois. Des armes contre le riz dont le peuple est privé. Cette famine planifiée va engendrer l'extermination d'une partie de la population. Là, il y a eu cette campagne, moi, que j'ai appelée de déshumanisation, parce qu'à ce moment-là, il ne fallait plus avoir d'émotion. Il fallait être un rouage, n'éprouver que de la haine pour l'ennemi, voilà, et un amour inconditionnel pour le parti, tant et si bien que les gens qui étaient formés comme ça, ils pouvaient tuer comme on écrase un mégot. Ça n'avait aucune espèce d'importance, au contraire, ils avaient même la conscience d'avoir bien fait leur travail. Il n'y avait plus aucun sentiment, plus aucune humanité. Peu à peu, l'ensemble du pays se transforme en bagne, même pour les enfants qui sont obligés de travailler. Laurence Pic se voit séparée de ses 2 filles, Soka et Naren. Pendant plus d'1 an et demi. Je les ai plus revues, elles ont été malades, elles ont été blessées, elles ont subi des traitements épouvantables. Donc j'ai demandé à partir, et Sikun m'a répondu, ce sera toi sans les filles. Et ça, de toute façon, il n'était pas question que je parte sans mes filles, que je laisse mes filles dans cette situation-là. C'est ça ma grande faute vis-à-vis d'elle et de mes enfants. Je ne sais pas de la comprendre, parce que la comprendre, pour moi, en ce moment-là, c'est déjà arrêter ma marche vers la réalisation de mon projet d'être en bon communiste, vous voyez. En 1977, le pays connaît sa seconde révolution, marquée par le renforcement du pouvoir de Pol Pot. Un temps mis en minorité, le dictateur a repris la main en écrasant dans le sang une fronde au sein de son parti. Gagnée par la paranoïa, la nouvelle Ankar va se montrer plus dure et plus répressive contre ceux qu'elle considère comme ses ennemis de l'intérieur. Dès le 1er janvier 1977, il y avait les premières disparitions. C'était nos amis, Sian et sa femme. Je sais que j'avais été dans la chambre qu'ils habitaient, que j'avais vu tout en désordre, que je m'étais dit, oh là là, il s'est passé des choses. Et puis après, ça a continué très vite. Et on a commencé à parler d'épuration, de purge, il fallait que le régime soit pur, soit propre. Il y avait des complots comme ça, et c'était des traîtres, et qu'ils étaient envoyés en rééducation. La plupart des personnes présentes sur cette photo seront arrêtées.
elles subiront le même sort que Madame Van Piny, une amie de Laurence Pic. En 1978, Madame Van Piny est envoyée avec son bébé au terrible centre de détention S21. Laurence Pic ne la reverra jamais. Dans toutes ces échoppes, je devais réparer des machines à tisser pour les Khmers rouges. Vous voyez, les ateliers étaient là. J'ai fait des réparations ici jusqu'au 28 octobre 1978. Ce jour-là, ils m'ont demandé d'aller réparer des voitures au Vietnam. Ils sont venus me chercher avec une petite camionnette. Nous étions 3 à monter dedans et au lieu de nous emmener au Vietnam, ils nous ont conduits à la prison de Tuol Sleng. Choum Mé ainsi que ses camarades sont victimes d'une nouvelle vague d'épuration. La prison de Tuol Sleng, dans laquelle ils sont transférés, est un ancien lycée situé au centre de Phnom Penh. Elle a pour nom de code S21. C'est un centre d'interrogatoire dirigé par Duch, l'ancien geôlier de l'ethnologue François Bizot. Arrivé ici, j'avais les mains menottées et un bandeau sur les yeux. Pour monter les marches, ils m'ont tiré sur les oreilles vers le haut en criant « Monte les marches !» Et ils m'ont emmené à l'intérieur dans une cellule. Ils m'ont obligé à m'asseoir par terre. Ensuite, une fois sur le sol, ils m'ont entravé les pieds avec des fers. Une fois les 2 pieds bloqués, ils m'ont détaché les mains, enlevé le bandeau et ensuite, ils ont tiré un rideau fait de sacs de riz pour que je ne puisse pas voir ce qui se passait à l'extérieur. Mais j'entendais leurs allées et venues. Ils m'ont donné 7 boîtes pour mettre mes excréments. Si je n'étais pas propre, je devais lécher le sol avec la langue. Si je refusais, ils me frappaient. Pour me nourrir, ils donnaient juste 2 louches d'eau de cuisson de riz par jour. J'avais très faim. Alors j'attrapais des cafards, des lézards ou des souris qui passaient à côté de moi pour les manger. Mais il fallait être très discret, le faire en cachette. S'ils me voyaient, ils me frappaient. Pendant 12 jours et 12 nuits, Choum Mé fera des allers-retours entre sa cellule et la salle d'interrogatoire. Arrivé ici, ils m'ont tiré les oreilles pour m'asseoir. Une fois assis, de nouveau, ils m'ont mis les fers aux pieds. Ensuite, ils m'ont demandé combien nous étions à la CIA et au KGB et qui nous avait fait entrer dans le réseau. Moi, je joignais mes mains pour supplier « Grand frère, je ne connais pas la CIA ni le KGB ». Alors ils ont continué à me frapper. C'est en essayant de me protéger le visage que mon petit doigt a été cassé. Une autre fois, ils m'ont arraché les ongles de cet orteil avec des tenailles. Comme ça, d'un coup, en tournant la pince. Un autre jour, ils m'ont mis un fil électrique dans le tympan. Là, je me suis évanoui. Ils m'ont électrocuté 2 fois et depuis ce jour-là, tout le côté de mon visage est insensible à la douleur. Au S21, tous les prisonniers sont soumis aux mêmes séances d'interrogatoire, avec l'obligation de reconnaître leur culpabilité et de dénoncer au moins 5 complices, qu'ils soient innocents ou non. Les aveux signés, les suppliciés sont conduits à la mort dans un autre camp situé à l'extérieur de la ville. Ainsi s'alimente la machine de mort des Khmers rouges.
En 1978, le Khmer rouge Souang Sikheun va échapper de justesse à l'élimination. On m'a accusé que je suis parti dans le réseau de la CIA. Je n'ai pas été arrêté parce qu'il fallait 5 chefs d'accusation pour être arrêté. Alors moi, c'est déjà eu seulement à 4,5. À 4,5, l'ennemi point là, c'est un étudiant venant de l'Union soviétique, Heng Pik. Il a dit dans sa confession que tous les intellectuels venus de France sont des révisionnistes. Alors comme on ne me nomme pas nominalement, alors je n'ai pas droit en fond, mais j'ai droit seulement en demi-poids. À la fin de l'année 1978, le Vietnam, lassé des incursions de l'armée Khmer rouge sur son territoire, lance une offensive générale sur le Cambodge. En moins d'un mois, la moitié du pays est occupée. Le 7 janvier 1979, après 4 ans de dictature, les dirigeants Khmer rouges sont chassés de Phnom Penh par l'armée vietnamienne. À l'époque, Alain Ruscio est correspondant du journal L'Humanité en poste à Hanoï. Le Figaro. Phnom Penh tombe. Oui, il est tombé, ça c'est sûr. La rechute de Phnom Penh, c'était l'éternelle marque de fabrique de Libé. Et puis alors le journal L'Humanité, dans lequel j'écrivais à l'époque, qui titre « La fin d'un calvaire », c'est une simple constatation. C'est le début d'un processus qui va être extrêmement compliqué et pénible également pour les Cambodgiens, mais c'est d'abord la fin d'un calvaire. Donc voilà pourquoi je donne ce titre. Et j'arrive à Phnom Penh pour la première fois le 17 janvier 1979, c'est-à-dire une petite dizaine de jours après la chute de la ville. Et je serai donc le premier occidental à rentrer à Phnom Penh en janvier 1979. Je savais que j'arriverais dans un pays dévasté et une population traumatisée. Mais je n'imaginais pas que ça pouvait être à ce point. Tous les récits que j'entendais étaient des récits d'abomination. J'ai pratiquement jamais rencontré un citadin qui n'a pas eu dans sa famille un mort, soit de faim, soit de manque de médicaments, soit d'exécution sommaire. Avec le régime de Pol Pot, nous avons perdu trois enfants et mon mari était perdu aussi. Je ne sais pas, il était où. Moi, je suis à l'époque un journaliste qui travaille pour un journal communiste, et donc je suis un journaliste communiste. Et donc, évidemment, je ne peux pas ne pas être interpellé par ce qui a été fait au nom de cet idéal. Du passé, faisons table rase. Eh ben, les Khmer rouges ont fait table rase du passé, mais également de l'humanité, de l'humanité khmer en l'occurrence. Les mois suivants, Alain Ruscio va revenir au Cambodge et assister à la résurrection du pays. À partir du printemps 79, j'ai commencé à voir la vie renaître. J'ai commencé à voir la ville être réoccupée, non pas d'une façon anarchique, les choses étaient très organisées par le nouveau régime. Voilà, ces gens-là que j'ai commencé à croiser. Bon, cette photo est drôle parce que c'est des enfants qui sont en train de se rafraîchir devant une canalisation d'eau. Donc voilà, c'est le moment où j'ai parlé de la renaissance de Phnom Penh dans mon journal. J'ai été d'ailleurs critiqué par certains qui m'ont accusé d'avoir fait de la propagande, mais je confirme que j'ai constaté que cette ville était en train de renaître et de sortir d'un traumatisme. C'est d'ailleurs un phénomène humainement qui m'a rendu très optimiste de voir que ces gens qui étaient des survivants avaient une volonté farouche de vivre. Là, on voit des gamins qui jouent au foot, par exemple. La vie a repris très vite. Chum Me a été sauvé par l'entrée des Vietnamiens au Phnom Penh. Aujourd'hui, c'est l'un des 2 derniers survivants du S-21 et le témoin le plus connu du centre de torture transformé en musée du crime génocidaire. J'ai attendu l'an 2000 pour aller visiter Victor Stein.
Alors, quand j'ai vu les noms, surtout de mes camarades au collège de Pressianouk, qui ont été là-bas, qui ont été internés, et que je connais pertinemment, ce sont des gens vraiment très doux, très, disons, inoffensifs, très bons, je me mets en colère. Et en même temps, j'ai pleuré. Parce que, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ce sont les miens qui font du tort aux autres miens. Suong Si Keun vit toujours au Cambodge, sans avoir eu à renier son passé de Khmer rouge. Laurence Pic a réussi à s'enfuir du Cambodge en 1979. Depuis, elle vit en France avec ses 2 filles. Ong Tong Weung, son épouse et leur fille ont essayé un temps de reconstruire leur vie à Phnom Penh. En 1982, ils sont partis s'installer en Belgique. Quand je ferme les yeux, à l'époque, j'imagine mon pays, la rivière, mon village natal, les gens, les péchés, et tout ça, c'est la nostalgie. Quand je ferme les yeux maintenant, c'est pas pareil. J'ai toute ma famille détruite, et tous mes amis, la plupart sont morts, et tout ça, ça fait changer les choses. L'artiste Fusera Ing a mis du temps avant de revenir au Cambodge. Actuellement, il travaille dans la capitale sur un projet de mémorial en souvenir des 2 millions de victimes des Khmers rouges. Quel titre tu vas donner à cette œuvre, Serra? À ceux qui ne sont plus là. À tous ceux qui ne sont plus là, c'est encore plus juste.